On va plonger ensemble dans l'histoire absolument dramatique de la toute première dynastie royale de France, les Mérovingiens. C'est une saga incroyable, une histoire de fondation, de guerre fratricide, et puis d'une chute presque silencieuse qui a pourtant bâti les fondations de la France. Mais commençons par la fin. L'image est d'une brutalité sans nom. La reine Bruno a 70 ans, autrefois l'une des femmes les plus puissantes du royaume, qui subit une mort atroce sur l'ordre de son propre neveu. Cet événement sanglant, ce n'est pas juste un fait divers sordide, non. C'est le point culminant de décennies de guerres civiles qui ont littéralement déchiré la dynastie. Et c'est la question centrale. Comment en est-on arrivé là? Pour avoir la réponse, il faut revenir au tout début, à l'architecte de ce royaume, un homme qui a construit son pouvoir sur la ruse et surtout sur une volonté de faire. Ce fondateur, c'est Clovis. On est à la fin du 5e siècle, l'Empire romain est en train de s'effondrer, et lui, à partir des ruines de la Gaule, il va forger un royaume unifié. Mais la vraie question, c'est comment a-t-il fait pour imposer son autorité? Il y a une anecdote, très célèbre, qui nous dit tout de son caractère. Après la bataille de Soissons, le butin est partagé, c'est la coutume franque. Clovis, pour se mettre l'église dans la poche, demande à ses guerriers de lui donner un vase précieux, en plus de sa part. Et là, un soldat s'y oppose. C'est un défi direct, en public, devant toute l'armée. Ce soldat rappelle à Clovis qu'il n'est qu'un roi parmi ses guerriers, soumis à la même règle du partage. Et Clovis, il se tait. Il encaisse l'humiliation, rend le vase tout cabossé. Mais attention, il n'oublie pas. 1 an, une année entière passe. Clovis fait une revue de ses troupes. Et soudain, il s'arrête pile devant le soldat qui l'avait défié. Il examine ses armes, il fait mine de les trouver mal entretenues, et il les jette par terre. Et au moment où le soldat se baisse pour les ramasser, Clovis lui fend le crâne avec sa hache, en lançant « Ainsi as-tu traité le vase de Soissons ». Ce n'est pas un coup de sang, non, c'est une exécution calculée, de sang-froid. Le message est d'une clarté de cristal pour tout le monde. Défier le roi, c'est signer son arrêt de mort. Le pouvoir absolu est né. Mais voilà, en bâtissant son royaume, Clovis y a aussi planté les graines de sa propre destruction. Il y a une faille fatale inscrite dans les fondations mêmes de son œuvre. Et voilà le problème, la coutume franque. À la mort du roi, le royaume n'est pas transmis à un seul héritier. Non, il est divisé en parts égales entre tous ses fils. Ça transforme chaque succession en une potentielle guerre civile. Des frères qui ont grandi ensemble deviennent des rivaux mortels. C'est un cycle de violence sans fin qui s'enclenche. Cette phrase illustre parfaitement la brutalité de cette logique. Chez les Mérovingiens, les cheveux longs, c'était le symbole du pouvoir royal. Les couper, c'était renoncer au trône pour toujours. Alors quand on demande à Clotilde, la veuve de Clovis, si ses petits-fils doivent être tondus ou tués, sa réponse est glaciale. Plutôt morts que tondus. Ils ont été massacrés par leurs propres oncles. Alors maintenant, on va arriver au point culminant de ces guerres de famille. Une querelle qui a duré presque 40 ans et qui a été alimentée par la haine. La haine implacable entre deux reines. D'un côté, on a Bruno, une princesse wisigothe, éduquée, ambitieuse. De l'autre, Frédégonde, une ancienne servante de palais qui s'est hissée au pouvoir par l'intrigue et le meurtre. Leur rivalité a commencé le jour où Frédégonde a fait assassiner la sœur de Bruno pour pouvoir épouser son mari, le roi Chilpéric. C'était le début d'une vendetta qui allait mettre le royaume à feu et à sang. Le palmarès de Frédégonde est juste stupéfiant. Pour elle, l'assassinat, c'est un outil politique comme un autre. Étranglement, poignard empoisonné, elle a utilisé toutes les méthodes pour éliminer les obstacles sur son chemin, y compris ses propres beaux-fils. Et le plus incroyable dans tout ça, après des décennies de meurtres, elle est morte tranquillement dans son lit de sa belle mort, laissant sa rivale, Bruno, seule face aux conséquences de leur guerre. Après cet épisode des Reines de sang, l'image qu'on a des Mérovingiens change du tout au tout. On passe des rois guerriers et des reines sanguinaires à une toute nouvelle image, celle des rois fainéants. Mais est-ce que c'était vraiment ça la réalité? Le roi Dagobert, c'est un peu le dernier grand roi mérovingien qui a vraiment eu du pouvoir. Après lui, on entre dans une période que l'histoire, ou plutôt une certaine version de l'histoire, a appelée la décadence, incarnée par ces fameux rois paresseux. En réalité, il faut bien le dire, c'est de la propagande. Ces rois n'étaient pas fainéants, ils étaient des marionnettes. La plupart du temps, on les mettait sur le trône alors qu'ils n'étaient que des enfants, et ils étaient systématiquement écartés du vrai pouvoir. Ce mythe du roi paresseux, il a été inventé plus tard par la dynastie suivante pour justifier sa propre prise de pouvoir. C'est une opération de com', tout simplement.
Le vrai pouvoir, il n'était plus entre les mains du roi. Il était entre les mains de son premier ministre, qu'on appelait le maire du palais. Ces intendants, qui au départ étaient juste des gestionnaires, ont petit à petit confisqué toute l'autorité. Ils gouvernaient au nom du roi, et bientôt, ils allaient gouverner à sa place. Et on arrive au dernier acte de la saga mérovingienne, la prise de contrôle méthodique par une nouvelle famille très ambitieuse, celle qui deviendra les Carolingiens. L'ascension des Carolingiens, ça s'est fait sur plus d'un siècle. C'est une montée en puissance, lente mais inexorable. De père en fils, les maires du palais de la famille des Pipinides renforcent leur pouvoir. Pépin de Herthal unifie le royaume par la force. Son fils, Charles Martel, devient un héros de la chrétienté à Poitiers. Et finalement, le fils de Charles, Pépin le Bref, décide qu'il est temps que le titre corresponde enfin à la réalité du pouvoir. La fin est presque administrative. Il n'y a pas d'effusion de sang. On prend le dernier roi, Childéric III, on lui coupe ses longs cheveux, le signe de sa déchéance, et hop, on l'envoie dans un monastère. Près de 300 ans de règne qui s'achèvent, pas par une grande bataille, mais par une simple coupe de cheveux. Le pouvoir a officiellement changé de main. De la violence fondatrice de Clovis aux guerres terribles entre les reines, jusqu'à la prise de pouvoir silencieuse des mères du palais. L'histoire des Mérovingiens, c'est celle d'une lutte acharnée pour le pouvoir. Et ça soulève une question qui, elle, ne vieillit jamais. Au-delà des noms, des dates et des époques, est-ce que les mécanismes de l'ambition et de la succession changent vraiment ?